Mais si on part du principe que Israël a une telle influence sur la politique étrangère américaine, sur une part aussi de la technologie, en termes de start-up, de développement technologique, on l'a vu, on se souvient des propos d'Harari, de toutes les start-up de la Silicon Valley, etc., qui permettent de développer une société du management qui ne demande pas forcément à avoir, si on parle du peuple juif, un juif pour chaque tâche. Ils peuvent déléguer, voire même jouer sur de l'immigration, etc. On a une extension du territoire progressif par les opérations, ou du moins des changements qui ouvrent les portes. Je le répète, on a eu quand même la Syrie qui a chuté, les opérations là au Liban qui continuent, là l'Iran mettra du temps. Mais excuse-moi, la Syrie a chuté, donc c'est un pays de chaos où il y a des égorgeurs qui tuent les anciennes élites alaouites qui faisaient de ce pays arabe un pays laïque par ailleurs. Mais est-ce que ça se transforme en peuplement pacifié? Ce sont des pays qui ont disparu comme, on va dire, pays hostiles, mais qui sont dans un chaos permanent. Je veux dire, les Juifs sont pas en train de s'installer en Irak, ils sont pas en train de s'installer en Syrie. Ils ont juste détruit tout ce qui était autour d'eux, en gros. Alors, ils pensent peut-être s'installer au sud Liban. Hein, ils sont en train de pousser leurs frontières vers le sud Liban. Mais t'imagines, le problème, c'est que pour se maintenir avec la haine qu'ils ont créée et la violence qu'ils ont créée, il faut en permanence que ce soit un peuple en armes, je rappelle, qui sont tous militaires en permanence, avec une fatigue. La jeunesse israélienne qui est née en Israël et qui veut vivre à l'occidental est beaucoup moins motivée pour se battre que ceux qui sortaient de la peur des camps, parce que il y avait quand même des camps et il y a eu quand même une hostilité envers les Juifs qui est indéniable en Europe centrale entre 33 et 45. Eux avaient une motivation qui se comprenait, mais aujourd'hui la jeunesse israélienne, elle a envie de continuer cette épopée conquérante où on se fait détester tout le monde. Je rappelle que le pays le plus dangereux pour un juif au monde, c'est Israël. C'est le pays où on peut se faire poignarder à un arrêt d'autobus. Alors malgré les mensonges de Golnadel, on vous dit qu'en France, les juifs rasent les murs et se font persécuter en permanence. On sait très bien que c'est absolument faux, puisqu'on a même des types qui s'amusent à traverser le 9-3 avec une kippa et personne en a rien à foutre. Les mecs tiennent les murs en train d'écouter du rap et les regardent passer en tirant sur le bédo, quoi. Et donc le problème, c'est la viabilité de cette logique de conquête. C'est ça le problème. C'est toujours le problème dans la durée. C'est qu'est-ce qu'ils peuvent faire de cette victoire. À un moment donné, tu sais, c'est comme dire il faut savoir arrêter une grève, il faut savoir arrêter une guerre. Et le problème, c'est qu'ils sont dans une logique de guerre sans fin. Parce que c'est une guerre qui n'a jamais où il y a jamais la moindre porte de négociation pour l'autre, tu sais. C'est nous sommes là pour vous dominer, pour vous soumettre, nous vous méprisons, notre Dieu vous méprise, on va vous Amalek, on va vous exterminer, vous réduire en esclavage. Donc ça crée, il n'y a pas d'offre, tu sais, comme il pouvait y avoir à l'époque une offre Lyotet, essayant de faire comprendre aux Marocains qu'il y avait peut-être un intérêt de collaborer avec l'impérialisme français, tu vois. À un moment donné, on peut se dire ça peut être un moyen de développement, mais là, il n'y a jamais de proposition. Il n'y a jamais de proposition israélienne en disant voilà nous vous faisons une offre. C'est toujours nous sommes le peuple élu, la terre nous est promise. Soit vous vous soumettez, soit on vous massacre. Je veux dire tu crées une haine inextinguible que tu caches par du mensonge. Je rappelle que les sionistes, et malheureusement au sens le plus large du terme, sont des menteurs professionnels. Ils ont transformé les médias français en médias menteurs intégraux. Hein. Toute la communication qu'on voit aujourd'hui sur Drahi ou sur Bolloré, c'est-à-dire chrétiens sionistes et sionistes purs, ne sont qu'un ramassis de mensonges permanents. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu ne peux pas... tu peux mentir, c'est pour marquer des points, tu vois, ça s'appelle un escroc, mais tu ne peux pas pérenniser sur le long terme par le mensonge. À un moment donné, le mensonge te pète à la gueule, c'est tout. Il y a quand même à un moment donné la supériorité de la vérité sur le mensonge, la supériorité de la paix sur la guerre, et la supériorité, tu vois, de l'amour sur la haine. Tu vois, c'est un très bon point. Et je me pose sérieusement la question parce que là, on parlait donc d'eschatologie et de messianisme. Est-ce que ce n'est pas une technique psychologique qui peut être renouvelée à l'infini? Parce que moi, personnellement, je ne suis pas du tout dans la physicalité du concept. Je ne crois pas qu'il va y avoir un Mashiach qui va apparaître de chair et de sang, etc. Je me dis, ça vient de toute cette théologie et ça peut être utilisé à foison pour permettre une organisation collective par le biais de la panique, de la restructuration, et ça peut être répété continuellement. En tout cas pour la situation israélienne, on le voit de part d'ailleurs le problème du voile du tribalisme qui n'arrive pas à déchirer. Est-ce que c'est pas quelque chose qui peut être répété ad vitam aeternam? Non, l'humanité disparaît. Non. À un moment donné, il y a la loi de contradiction à terme, il y a les limites même de l'énergie. On sait bien que toute épopée, tu vois, finit à un moment donné. Genre, les Grecs sont passés de la mythologie
après à la tragédie et après à la philosophie. Il y a eu 3 temps. Je veux dire, Spengler te l'explique aussi. Il n'y a pas, tu sais, comment dirais-je, il y a les lois de la thermodynamique aussi pour les sociétés, tu vois ce que je veux dire. Voilà, il y a la désorganisation, il y a l'élan initial. Cet élan initial, c'était effectivement Israël, solution à la Shoah. Donc ça a créé effectivement un booster incroyable, mais c'était il y a 80 ans. Et aujourd'hui, tu vois très bien d'ailleurs que le moteur d'Israël n'est plus la Shoah, c'est la Torah. Ça, c'est un de mes concepts clés. Les Israéliens, pour continuer à avancer, sont passés de la Shoah à la Torah. La Shoah, ça avait un avantage parce que ça disait à tous les peuples occidentaux, nous avons été persécutés par une idéologie qui est sortie d'Europe et qui est sortie quelque part de votre monde. Nous avons donc un crédit que vous nous devez, des réparations, c'est de la discrimination positive, et ça tétanisait un peu et ça faisait qu'on acceptait. Aujourd'hui, par le sort qu'ils font subir aux Gazaouis, ils ne peuvent plus se réclamer de la Shoah parce qu'on voit très bien que la Shoah, qui est la prime aux souffrants, amène ces mêmes occidentaux, l'élevés dans l'antiracisme, etc., à être comment dirais-je, en harmonie et en sympathie pour la souffrance des Palestiniens. C'est pour ça que là, ils sont passés de la justification d'Israël par la Shoah à la justification d'Israël par la Torah. C'est-à-dire, Dieu nous a promis le grand Israël, car nous sommes le peuple élu. Notre Dieu est un Dieu vengeur. Il faut lire l'Ancien Testament, hein, ça assassine en permanence, ça tue les femmes, les enfants, les animaux, etc. Et dès lors qu'ils règnent par la Torah, ils sont eux-mêmes en train de sortir de la séquence Shoah, c'est-à-dire de la séquence compassionnelle, tu vois. Et ils sont en train de se montrer comme les nouveaux nazis. Je veux dire, et tu vois très bien que les compassionnels français qui ont été élevés dans la compassion s'appellent le gauchisme, hein, la compassion laïque, c'est LFI. Et tu vois bien que LFI aujourd'hui est passé de la lutte contre les méchants antisémites qu'on soupçonnait des nostalgiques du nazisme et ils avaient affublé de ce qualificatif Jean-Marie Le Pen et le Front National, et tu vois bien qu'aujourd'hui, dans cette même logique compassionnelle, ils sont devenus hyper pro-palestiniens, hyper anti-israéliens, et qu'aujourd'hui, les sionistes sont obligés d'aller se rabattre sur finalement le vieux parti d'extrême droite qui renoue avec sa tradition d'extrême droite, qui s'appelle le RN. Avec en disant nous sommes les blancs, sous-entendu d'ailleurs nous sommes supérieurs, c'est ce que ça veut dire, haro sur les bougnoules, donc les racailles en France, les Palestiniens en Palestine, et tu vois très bien que donc ils ont changé d'âne, mais malheureusement ils sont passés dans une logique, je dirais, qui amène à l'Afrique du Sud, c'est-à-dire que ils laissent aucun champ à la compassion universelle, à l'égalité, à l'antiracisme, etc. Donc c'est une fuite en avant qui ne peut pas marcher parce que le reste du monde ne va pas d'un seul coup se prosterner devant le suprémacisme juif. Alors peut-être que les Indiens, avec leur vision de caste, peuvent se dire finalement, les brahmanes peuvent se sentir en harmonie. Tu sais, au niveau du business, il semblerait qu'il y ait des sympathies entre un certain brahmanisme hindou versé dans le turbocapitalisme et certains juifs dans les affaires. Mais tu vois, c'est marginal. Mais globalement, les juifs, en étant passés de la Shoah à la Torah, sont dans une fuite en avant qui ne peut que mal finir. Ils ne vont pas convertir le monde à l'égalité raciale, et d'autant plus qu'à un moment donné, si tu la joues carte racialiste, chacun va jouer la carte racialiste pour lui-même. Tu vois ce que je veux dire ? Personne ne va se soumettre au racialisme juif mondialement, bien sûr par la corruption. Parce que leur carte, en fait, maîtresse, c'est la corruption. Ils ont mis, t'as vu, un type en Argentine qui va les accueillir. On a au Mexique, je rappelle, une présidente, je sais pas si elle est présidente, première ministre, mais qui est d'origine juive. Donc, ils ont placé leur pion, ça c'est évident, parce que leur grande puissance, c'est la puissance d'argent. Ils ont acheté beaucoup de monde. Mais c'est pareil, je veux dire, ça ne suffit pas pour pérenniser. Tu vois, il y aura pas de Reich pour 1000 ans. Il y aura pas le rêve italien. Il y aura pas le rêve italien de Reich pour 1000 ans à Jérusalem. Ça ne peut pas. Alors, je me permets parce que sinon, il faudrait que je prenne des notes et je vais perdre un peu le fil parce que je trouve ces points très intéressants et même on le voit, la nouvelle charge émotionnelle qu'il y a, ce n'est plus comme au XXe siècle où il y a eu la Shoah. Maintenant, c'est le 7 octobre. Donc, on a vu qu'il y avait une nouvelle sacralisation de la souffrance et qui permettait de perpétuer cet agenda politique et voire même accélérer sa transformation et sa radicalité. Certes, mais pour être très clair, parce que je veux continuer sur ces questions que je trouve importantes. Pour moi, la géostratégie, c'est quelque chose qui va être plus palpable et qui nous permet d'avoir des prédictions, une certaine temporalité qui est assez
concrètes. Par contre, pour moi, la métaphysique est assez problématique parce que j'ai l'impression qu'on a une temporalité qui est extrêmement subjective. Est-ce qu'on ne tombe pas dans un piège, Alain, en parlant justement du messianisme, etc. Est-ce qu'on peut pas se retrouver nous-mêmes contaminés un petit peu sur la projection à la temporalité, à souhaiter de manière un petit peu magique qu'il puisse y avoir une réaction, comme par exemple un effondrement d'empire, etc., de manière vraiment imprécise? Pourquoi je dis ça? Et après, je te laisse répondre. C'est que la situation en Iran, et j'ai déjà parlé des précédentes opérations militaires israéliennes au Moyen-Orient, mais là, en Iran, on a vu par exemple une inaction de la Chine, juste du renseignement, mais quand même une grande part d'inaction, une inaction aussi de la Russie. Ça nous interroge quand même sur mais ça, excuse-moi, ton inaction de la Chine et l'action de la Russie, parce que tu confonds l'action avec les gesticulations de Trump. T'en sais rien, l'inaction. Est-ce que t'es connecté à si haut niveau moi, je crois que les Chinois et les Russes agissent plus discrètement, mais suffisamment pour que ça fonctionne. C'est que en fait, on confond beaucoup on est pris dans ce truc de confondre l'action et le spectacle, tu vois. Moi, je crois que la temporalité et la manière de comprendre le monde de Trump et de Xi Jinping n'est pas la même que cette vision spectaculaire occidentale. Donc évidemment, quand on compare le cirque que fait Trump à l'absence de cirque de Xi Jinping et de Poutine, on a l'impression que la Chine et la Russie ne font rien. Mais moi, je ne crois pas qu'ils ne font rien. Je crois qu'ils font plus discrètement, moins spectaculairement, mais qu'ils jouent sur la durée. Et en fait, on voit très bien que plus cette guerre dure, d'abord, si Trump y allait, c'est qu'on l'avait persuadé, que ça allait durer 3-4 jours, et qu'il allait sortir en vainqueur après Maduro, l'Iran, et que là, c'était effectivement, les Américains auraient applaudi comme ils applaudissent à une victoire au football américain, ça aurait pas coûté trop cher, parce qu'on leur avait vendu que le régime iranien était terriblement affaibli, puisqu'il y avait déjà eu toute une série de travail en profondeur, et puis que surtout, avec cette vision très biblique, que tu tues les leaders et que tu tues l'esprit. En réalité, c'est comme de croire que en tuant les chefs du Hamas, tu vas tuer la colère et l'insoumission radicale de la jeunesse palestinienne, tu vois. Il faudra tous les tuer. À un moment donné, si tu veux tuer la cause palestinienne, il faut tous les tuer. Ou alors tous les chasser de l'autre côté du monde, tu vois. Mais ça, c'est très biblique. C'est de dire tu tues. Parce que ça avait un sens dans le monde traditionnel où si tu tues le chef de guerre ou le roi qui avance au milieu de ses armées, le fait qu'il ait réussi à être tué alors qu'il est au milieu de ses armées mais très protégé, veut dire que le destin, c'est-à-dire le fatum, c'est-à-dire les dieux, ont choisi leur vainqueur. Et ça, malheureusement, ces juifs qui sont un peu biblistes, parce que ça leur permet justement de tricher sur les calculs, pensent que tu tues les 3-4 représentants majeurs du Hezbollah, le Hezbollah est fini, tu tues les 3-4 leaders charismatiques de Hamas, c'est fini. Et là, ils ont fait croire que l'Iran allait s'effondrer en réalité. Et Trump, qui a peut-être pas une énorme culture comme les Américains, il fallait demander aux Anglais et aux Français, tu vois, parce que nous, on a cette culture qui est liée de notre colonialisme, et d'autant plus les Français, parce que nous, on est des colonisateurs qui nous intéressons aux cultures de ceux que nous colonisons, ce qui est pas tout à fait le cas des Anglais, tu vois. Et il aurait fallu se renseigner un peu mieux, et cette guerre est une catastrophe pour Trump, et il le dit d'ailleurs, il le fait savoir, les Israéliens m'ont menti, je me suis fait rouler dans la farine. Ces généraux qui l'avaient prévenu, lui disent, on vous avait prévenu que ça allait mal se passer. Mal se passer, ça veut dire que ça dure. Si ça dure, c'est que ça se passe mal, et ça a déjà trop duré. Alors évidemment, l'idée, c'est bientôt l'Iran va être à bout de souffle. Ils peuvent plus. Et puis là, on voit qu'ils se sont fait bombarder des zones stratégiques très importantes, notamment d'ailleurs atomiques, ce qui est contre le droit international, parce que il y a un risque de radioactivité. Donc déjà, les Américains se permettent, de faire de la piraterie, de pas respecter les droits de la guerre, mais on voit immédiatement que les Iraniens étaient capables de taper Dimona, tu vois, qui est quand même des symboles très forts, tu vois, c'est-à-dire que excuse-moi si je veux faire un peu d'ironie, c'est comme les gens qui pensaient que la guerre d'Ukraine serait gagnée très vite par les Russes. Et ils la gagnent, mais ça met des années et des années, c'est beaucoup plus lent que prévu. Et là, la différence, c'est quand tu regardes la relation Ukraine-Russie, le temps joue pour la Russie. Il suffit de regarder la capacité de production militaire, la réserve de population de mâles en âge de se battre, et puis aussi les alliances, entre guillemets. Hein. Et là, c'est dans l'autre sens, quand tu regardes l'Amérique, les acteurs, les alliances,
la profondeur stratégique, la capacité de production, etc., etc., l'OTAN joue contre la coalition israélo-américaine. C'est à peu près sûr. Et puis, ça joue d'ailleurs sur le plan économique et sur le plan politique. Je veux dire, Trump va perdre le pouvoir à cause de cette guerre qu'il n'arrive pas à gagner assez vite. Et derrière, ceux qui vont arriver derrière vont dire on va arrêter. Et si d'ailleurs ils n'arrêtent pas, on dira encore plus c'est les Israéliens qui empêchent que ça s'arrête. Donc ils sont dans un bourbier. Et je crois effectivement que pour l'instant, la stratégie par rapport à un bourbier, c'est le mensonge médiatique qui masque les choses. On le sait très bien, hein, à un moment donné, quand la première victime de la guerre, c'est la vérité, on le sait très bien. Donc ils ont les médias occidentaux sous contrôle, on le sait très bien, il suffit de regarder qui contrôle les médias sociaux, ont une grande capacité de mensonge, par la corruption, effectivement, ils achètent les gens, mais le mensonge recouvre quand même une réalité, ça ne la remplace pas. Donc ils ont une grande capacité de mensonge, et voilà, pour l'instant, eh bien, ils jouent là-dessus, et effectivement, ils espèrent peut-être que le Mashiach va venir, c'est encore autre chose, et puis ils espèrent aussi peut-être que l'Iran va finir par s'effondrer. Mais il semblerait que les experts sérieux disent que les Iraniens se préparent depuis 40 ans à cet affrontement final, et se sont organisés de manière à pouvoir tenir. Et n'oublions pas que si à un moment donné l'Amérique se retire de ce jeu, le rapport direct Israël-Iran, alors là, est totalement défavorable à Israël, hein, totalement défavorable. C'est-à-dire que c'est d'ailleurs la grande peur des Israéliens depuis un moment, c'est de savoir qu'à un moment donné, ils risquent de perdre la soumission américaine, qui de toute façon, ils avaient programmé que ça finirait par leur échapper relativement. Et c'est pour ça qu'ils avaient besoin de faire le Grand Israël, c'est pour ça qu'ils avaient besoin de devenir le carrefour où se vend l'énergie. Ils avaient effectivement un plan relativement cohérent, qui est que Israël n'est viable que s'il grandit, ça c'est certain. Israël, dans sa taille actuelle, ça je le concède aux sionistes, n'est pas plus vivable que l'Allemagne, qui avait un problème d'espace vital compte tenu de sa population, de sa capacité de production et de la réalité de la géopolitique continentale à un moment donné, à partir de Guillaume, de l'empereur Guillaume, quoi. C'était évident, c'est pas une folie l'idée de l'espace vital. C'est qu'à un moment donné, tu as une montée en puissance qui demande à pouvoir s'exprimer, et effectivement, il faut pousser les frontières. Et d'ailleurs, quand tu veux pousser les frontières, tu inventes une théorie d'inégalité raciale. Tu dis les esclaves sont des sous-hommes, ça justifie effectivement de pousser les frontières. Parce que si tu dis ce sont nos égaux, ça marche pas. C'est pour ça que, tu vois, tu peux toujours articuler des causes matérielles et des productions idéologiques nécessaires, tu vois. Et là, c'est pareil, pour que Israël devienne le grand Israël, il faut justifier que Dieu leur a donné la terre promise, et que cette terre promise, c'est bien plus que la Palestine sacrée, hein. Et puis après, effectivement, il faut pouvoir pousser les murs, et pour ça, il faut l'aide de l'armée américaine, une soumission de l'Amérique. Alors effectivement, la première guerre d'Irak, ça se fait, mais les moyens baissent, la légitimité baisse, les colères montent, et aujourd'hui, on voit bien que si on réfléchit à la première et deuxième guerre d'Irak, l'Amérique n'a plus les mêmes moyens qu'elle avait à l'époque de la guerre d'Irak, quoi. Et ça, je dis, l'OTAN joue contre la coalition américano-israélienne, et si, quand on voit le travail des types comme Nick Fuentes pour bien faire comprendre au peuple américain qu'ils sont en train de mourir pour Israël, et que Israël n'en a rien à foutre d'eux, parce qu'en plus, ils sont en train de mourir pour des gens qui les méprisent, hein. Il faut pas oublier. C'est-à-dire que l'Israélien a ce problème, c'est le problème du peuple élu, c'est qu'il ne cache jamais son mépris pour les gens qu'il met au tapin. C'est-à-dire que, et aussi quand on a une longue culture historique, ceux qui se mettent à son service ne sont jamais récompensés. Ils sont punis comme les autres et liquidés comme les autres, froidement. Rappelons-nous de Folke Bernadotte, hein, et rappelons-nous de comment ont été traités les Anglais malgré la déclaration Balfour, hein. Ils se font buter à la fin. C'est-à-dire que je vais pas dire les suprémacistes juifs, je vais dire les Israéliens, parce que dès que il y a le mot juif, il y a les algorithmes qui clignotent dans tous les sens. Mais le problème des suprémacistes juifs, c'est qu'ils n'ont aucun respect, et ça c'est religieux, c'est le Talmud, pour leurs partenaires. Aucun respect. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échange gagnant-gagnant. Ils sont systématiquement passés par pertes et profits, sacrifiés, trahis. C'est d'ailleurs la marque des néoconservateurs, hein, parce qu'ils sont liés de cette communauté. C'est que chaque fois que vous collaborez avec les néoconservateurs américains, ça finit très mal pour vous, hein. Demande aux Kurdes ce qu'ils en pensent. C'est pour ça qu'à ce moment, ils veulent plus bouger, hein. Se sont tellement fait baiser à chaque fois. Et ça aussi, ça joue contre eux sur le long terme. C'est-à-dire que nous sommes face à des gens qui ne respectent pas leurs promesses, qui n'ont aucun respect pour leurs partenaires qu'ils estiment inférieurs, et qui les sacrifient systématiquement dans leur logique
qui est purement égoïste et individualiste. Et ça, forcément, au bout d'un moment, tu vois, ça finit par quand même laisser des traces, quoi. Voilà. Et tout le monde a compris ça de Netanyahou. Netanyahou a été traité de menteur et de salopard par tous les leaders qui l'ont approché, même s'ils en ont peur. Obama l'a dit, Chirac l'a dit, et Trump se rappelle très bien que quand Biden a été élu en lui volant les élections, le premier qui a félicité Biden pour son élection, c'était Netanyahou. Tu crois que Trump a oublié ça, cet épisode? Je veux dire, tout ça, c'est à mettre dans le contentieux, tu vois. Donc je te dis, en réalité, Israël fait peur. La communauté juive internationale a atteint un très très haut niveau de domination sur l'Occident dégénéré, d'ailleurs par sa dégénérescence, hein, en accélérant sa dégénérescence, qui est essentiellement un pouvoir de corruption et un pouvoir de mensonge. Mais à un moment donné, il y a ce qu'on appelle l'éternel retour du concret, l'éternel retour du réel. Et là, il y a moi c'est ce que je dis, la dialectique hegélienne est plus forte que le Dieu juif. C'est ça que je dis. C'est une phrase qui veut dire quelque chose. Toujours sur le sujet iranien, mais en parlant d'autres pays. Là, on a parlé de l'OTAN, mais parlons des pays de l'Union européenne. Alain, est-ce que ce fut un signe vraiment positif ou un pur épiphénomène, le refus des partenaires européens pour l'appel à l'aide de Trump pour participer aux opérations pour débloquer le détroit d'Ormuz? On a Macron qui a dit non à Donald Trump ainsi que d'autres pays. Est-ce que c'est un épiphénomène ou alors est-ce que c'est un éternel retour du concret, peut-être un réveil stratégique du territoire européen? Comment analyses-tu la chose? Vous n'oubliez pas que quelques semaines avant, Trump avait dit en gros, vous êtes mes vassaux et vous allez payer notre défaite face à la Chine. C'est vous qui allez payer le différentiel. Donc tu peux pas à la fois insulter les types, les menacer, leur dire le projet que t'as pour eux, c'est-à-dire nous allons retarder la défaite économique et impériale de l'Amérique par rapport à la Chine en enfonçant l'Europe. C'est ça que Trump nous a fait comprendre. Et 15 jours après, tu leur dis venez nous aider. Et puis il y a aussi le problème de respect des opinions publiques. C'est que on a déjà beaucoup menti sur l'Ukraine. Les peuples européens voient quand même que la crise économique s'aggrave à mort et qu'on donne de l'argent à un pays ultra corrompu qui a déjà perdu la guerre. C'est déjà très dur à vendre. Hein. Il y a quand même le problème de la politique qui est dans un monde qui n'est pas encore le monde des lumières sombres, où il faut encore jouer le jeu de l'opinion majoritaire. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont compris qu'il fallait sortir de la démocratie si on voulait pouvoir continuer à avancer, parce que même si la démocratie est une escroquerie, comme toute escroquerie, il faut quand même faire un montage. Tu vois ce que je veux dire? Il faut perdre du temps et investir dans l'escroquerie. Et on est quand même dans cette escroquerie de l'opinion, du respect de l'opinion majoritaire, qui demande à mentir beaucoup, effectivement, à acheter des menteurs. Mais là, on est à des moments, on arrive à une certaine limite. C'est-à-dire que après l'Ukraine, dire l'Iran, je sais pas si tu vois enfin c'est du x10 quoi. Les leaders européens se disent on risque carrément de se faire lyncher quoi. Il y a un vrai danger. Alors évidemment il y a un soutien médiatique, hein. Il y a une diabolisation extrême du régime iranien pour dire il faut absolument. Tu imagines quand on a demandé à Isabelle Adjani de nous donner son avis à la je sais pas quoi, à la nuit des Césars. En fait, tu vois, on est un peu au bout du bout quoi là. Hein. Mais oui, on atteint une limite en ce moment. Et c'est vrai que le danger, c'est quand les gens sont en train de perdre et qu'ils sont mauvais joueurs, c'est ce qu'on appelle renverser la table. Effectivement, il y a la possibilité à un moment donné d'une bombe atomique. Voilà, on va vers une crise économique comme on n'en a jamais vu depuis, je sais pas depuis quand, parce que et n'oubliez pas que cette guerre qui notamment attaquait les Iraniens. À cause aussi de la lâcheté de tous les pays sunnites autour. Les pays sunnites autour, ils sont en train de se faire démonter la gueule parce que ce sont des marchands de pétrole qui n'ont pas d'eau. Et le message aussi, c'est vous avez laissé l'Iran seul. Alors c'est toujours une rivalité sunnisme-chiisme, mais l'air de rien, vous en prenez plein la gueule. Et ça aussi, c'est la stratégie iranienne qui est quand même assez intelligente. C'est qu'aucun de ces pays ne reste fonctionnel alors que ce sont que des marchands de pétrole. Hein. Je veux dire, et puis avant de reconstruire tout ça, ça va prendre des années. Et puis les gens qui pensaient que Riyad, tu sais, ces nouveaux paradis climatisés, c'était génial. Leur avenir est un peu compromis. Hein. Ils sont en train de faire la valise en ce moment. En fait, ça, non seulement tout le monde fait la valise et tout le monde doit prendre des avions, mais on est en train de détruire aussi, je rappelle, l'industrie, enfin je sais pas comment on appelle ça, le commerce de l'aviation civile. Hein.
il y a des mises, le prix du carburant va exploser, le danger va augmenter. On va voir aussi un effondrement de l'économie des compagnies aériennes. Il y a déjà 40 000 licenciés, je sais pas où, si c'était la Luftwaffe ou je sais pas quoi. Enfin, on voit des signaux rouges s'allumer partout. Et là, le message, c'est vous êtes allé emmerder l'Iran. Pourquoi? Finalement, est-ce que sous prétexte qu'il faut que les femmes mettent des voiles dans la rue, ça méritait de détruire pratiquement, de foutre en l'air 20% de l'économie mondiale. Il y a des gens qui disent, oui, c'est que 20%. Déjà, quand tu tapes 5%, c'est déjà très, très violent. 20%, c'est pas viable, hein. Et ça peut basculer à bien plus. Donc là, il y a quand même des tas de gens qui se disent, attendez, notamment des gens qui aiment faire des affaires aussi, qui disent, attendez, on est où, là? Le monde est à feu et à sang, tout ça, parce que l'Iran agace certaines personnes. La justification ne tient pas, tu vois, je rappelle entre autres que s'il y a un régime, une république islamique chiite en Iran, c'est parce que l'ayatollah Khomeini était logé à Neuf-le-Château et que les Américains qui avaient déjà mis le Shah d'Iran à la place de Mossadegh parce que Mossadegh les emmerdait sur la nationalisation du pétrole, ont fini par vouloir virer le Shah d'Iran qui voulait renouer avec la grandeur perse et se doter de la bombe atomique qu'on était en train de leur vendre. Je rappelle, c'est la France qui est en train de leur vendre et que c'est les Américains aidés par les Français qui ont mis en place le régime de l'ayatollah Khomeini, hein, je le rappelle, il est arrivé par un avion d'Air France. Tu vois, il est pas arrivé sur un cheval avec un sabre. Hein. Donc tout ça, c'est ce que racontait d'ailleurs un des fondateurs juifs d'ailleurs de 102 ans qui avait monté l'OSS et la CIA. Il dit, nous n'avons fait que des conneries et comme nous avions beaucoup d'argent et que nous étions dirigés par des dingues, notamment les frères Dole qui sont des évangélistes, nous avons foutu la merde partout et notamment si nous n'étions pas intervenus en Iran, l'Iran aujourd'hui serait une démocratie avancée. Tu vois, c'est qu'en fait, on se rend compte aujourd'hui, malgré le mensonge et les gens stipendiés pour ça, que les impérialistes américano-sionistes, on va dire, hein, ces néocons, sont des dingues, des fouteurs de merde, et que c'est eux le vrai problème du monde, c'est pas l'Iran, et qu'il faut à un moment donné qu'ils soient mis hors d'état de nuire. Et c'était notamment d'ailleurs le programme discret et politique et politicien de Trump. Il est en train de l'accomplir malgré lui. C'est parce qu'on parle de ce qu'on appelle le dévoilement. Et je rappelle le dévoilement, le mot religieux pour dévoilement, c'est apocalypse. Hein. Tout le monde est en train de comprendre qui sont les méchants. Hein. Malgré effectivement, alors quand je dis tout le monde, la ménagère de plus de 50 ans, elle comprend pas forcément grand chose, mais c'est pas comme ça que marche la politique. La politique, c'est quand même toujours des petits groupes organisés, qui ont une vision un peu quand même supérieure à la masse et qui agissent. Et je pense qu'aujourd'hui, toutes les élites mondiales ont compris que le problème, c'était la coalition israélo-américaine, voilà, qui est en train de foutre le business en l'air. Faut pas oublier, le business, c'est important. Hein. Il y a des gens là qui se plaignent que le business... Alors ceux qui s'en réjouissent en ce moment, finalement, c'est les Russes, parce que là, ils sont en train de se gaver de pognon avec la vente de gaz et de pétrole, et surtout, on parle beaucoup moins de l'Ukraine. Et puis, quand il faut aller mettre de l'armement pour combattre les Iraniens, sans doute que ça va moins à l'Ukraine. Donc le Zelensky fait la gueule aussi. Donc c'est quand même... Il y a des types là qui ont foutu un bordel incroyable, pour des raisons qui sont invendables au reste de la planète. Parce que il fallait faire tomber le régime des mollahs parce qu'ils sont pas gentils avec les femmes, alors qu'on sait qu'il y a plus de femmes ingénieurs dans les universités en Iran qu'en France ou aux États-Unis. Hein. Ça, voilà. On voit pas les mêmes réflexions sur l'Arabie Saoudite ou autre. Justement, Alain, par rapport à la communication dans les médias français, donc on a cette diabolisation de l'Iran, l'analyse de la situation en Iran elle-même ou en Israël pour être pro-israélien, mais par contre sur le sol français, on a cette communication et finalement tu en as été impacté sur le plan judiciaire. On nous parle de la menace iranienne maintenant sur le territoire français. Donc il y a la menace des frères musulmans, le terrorisme iranien, et là avec cette guerre, l'argument des pro-sionistes est que de toute façon il faut se ranger du côté de l'Occident parce que cette guerre vient de développer une colère encore plus grande de la part des Iraniens contre l'Occident, avec même des déclarations donc de djihad. On voit des titres partout. Est-ce qu'on est face à une menace de djihad mondiale? Que répondre à cet argument-là de dire l'Iran est un ennemi de la France à cause de la colère amenée par cette guerre? C'est toujours la communication, on va dire, sioniste grossière, c'est de dire la vraie menace, c'est l'islam. Les musulmans sont en train de nous envahir. Je rappelle qui les a fait venir. Hein. Il faudrait peut-être rappeler qui a décrété le regroupement familial. Ministre Chirac sous présidence Giscard. D'où vient cette idéologie de grand remplacement ou de grand métissage du Grand Orient de France, hein, des loges,
qui sont donc qui est la matrice du Parti socialiste. Hein. Il faut se rappeler du rôle joué par SOS Racisme, qui est derrière SOS Racisme, Julien Drey, Bernard-Henri Lévy, etc. C'est-à-dire que les mêmes aujourd'hui qui disent qu'il y a un grand danger de djihad qui va conquérir l'Europe sont ceux qui ont fait venir ces maghrébins musulmans en France à l'époque pour lutter contre le sursaut identitaire légitime qui était incarné par Jean-Marie Le Pen et le Front National. Donc il faut voir qui sont les responsables de cette merde. Et puis aussi cette idée complètement stupide que le chiisme étant une branche détesté par les sunnites et en plus ultra minoritaire puisque représentant que 15% de l'islam, on peut pas dire à un moment donné que le moteur du djihad européen soit l'Iran. Ils nous ont parlé il y a quelques mois des frères musulmans. Pas sûr entre les frères musulmans et l'Iran, ils sont carrément ennemis et puis pas qu'un peu. Hein. Donc tout ce baratin qui est vendu par Goldnadel et puis des stipendiés de troisième zone, ça marche, je dirais, sur la masse un peu abrutie parce que eux, ce qu'ils voient, c'est la délinquance ethnique. Hein, et donc ils disent la délinquance ethnique, c'est l'islam c'est l'invasion. Donc ça marche un peu, c'est toujours pareil sur du mensonge, de la bêtise, de la catastrophe organisée, mais au niveau de l'analyse sérieuse, de prétendre je rappelle que le mec qui est à la tête de la pieuvre iranienne en France, c'est censé être moi, et que cette pieuvre iranienne, parce que j'ai pris 2 ans de prison ferme pour ça, c'est 3 personnes, dont 2 que je ne connais pas, hein, et que je vous rassure que la puissance des réseaux iraniens en France, comparée à la limite à celle des frères musulmans au sens qatari, c'est déjà rien. Les frères qataris, ça donne le PSG, hein, en gros. Et puis, par contre, le truc où on rigole, c'est ce que je disais, c'est l'éléphant sioniste au milieu du salon, et puis les petites souris qui courent le long des plaintes, quoi. Je veux dire, s'il y a une puissance qui domine la France jusqu'à l'écraser contre ses intérêts, par une stratégie de diviser pour régner, une stratégie de parasitisme qui confine au pillage, c'est cette énorme domination sioniste sur la France. Il suffit de regarder, d'écouter LFI, les médias de Bolloré et Drahi pour le comprendre. Et puis surtout, ça donne cette incroyable diabolisation de ce peuple français qui avait été élevé depuis les années Mitterrand à l'antiracisme et à la compassion tiers-mondiste. Et ça donne LFI, et aujourd'hui, c'est d'arriver à comparer Mélenchon à Le Pen. Enfin, je dirais, à un moment donné, quand on méprise à ce point-là l'histoire, la logique et la morale, même si on a une grande puissance de corruption sur les médias et sur la lâcheté individuelle, hein, on va parler d'Éric Nolot, enfin des épaves, quoi, des types qui seront tondus à la libération. À un moment donné, il y a quand même le réel, quoi, le réel. Ça va être difficile de maintenir ce narratif très longtemps, qui est un narratif quand même de gens qui, pour se maintenir au pouvoir, sont obligés de créer en France une situation de guerre civile et effectivement de transformer la France en Palestine occupée. Je rappelle que Israël ne peut pas être un modèle pour aucune démocratie occidentale. C'est le pays le plus dangereux du monde, c'est un pays entièrement militarisé, c'est un pays où il faut construire des murs et des routes pour les uns et pour les autres, c'est un ghetto en réalité, c'est un ghetto géant. Comment peut-on penser une seconde qu'Israël puisse être un modèle pour la France, qui, je rappelle, est au départ la douce France de Charles Trenet? Je veux dire, il faut l'énorme puissance de mensonge et de corruption que sont la politique et les médias français par la puissance d'argent de ce qu'on appelle la communauté organisée, pour que ce soit un peu audible, mais ça peut pas être crédible très longtemps. Parce que je dis, à un moment donné, il y a ce qu'on appelle le mur du réel, quoi. Et moi, je crois à ce mur du réel. D'ailleurs, je vois aujourd'hui que les sionistes français alliés aux suprémacistes blancs, là, puisque finalement, c'est ce que j'appelle l'alliance judéo-nazie, quelque part, dans sa version la plus grotesque, qui est la version française. On a la version dramatique en Ukraine, la version obscène en Palestine, et la version ridicule en France. Hein, c'est l'alliance Goldnadel-Rochdy, tu sais, c'est ceux qui se prennent pour le peuple élu, ceux qui se prennent pour la race des seigneurs. Et ça... à un moment donné, ces gens-là sont en colère et ils disent que, je cite Pascal Praud, que François Hollande est un ignoble antisémite parce qu'il n'a pas fait barrière aux alliances locales pour les municipales entre LFI et le résidu du PS. Et que, genre, il faudra le punir. Et t'as Pascal Praud qui dit au CRIF, il faudra que le CRIF punisse François Hollande, qui est un ignoble antisémite, parce qu'il n'a pas
mis en place l'arc républicain. Je rappelle que l'arc républicain, à l'époque, c'était l'interdiction pour la droite de collaborer avec le Front National. Aujourd'hui, maintenant, il y a l'arc républicain qui s'est déplacé complètement de l'autre côté de l'échiquier depuis le 7 octobre. Ça s'est fait comme ça très vite. Et c'est l'interdiction au PS de passer des alliances locales avec LFI. On va parler de la politique, Alain, nationale. On va parler de la politique nationale dans quelques minutes. Pourquoi, Alain? Parce qu'il y a un timing important. Dans 10 minutes, il est 21h et nous aurons tous les résultats des élections municipales, ou en tout cas, nous aurons une idée avec le grand combat qui est à Paris. Et il faudra qu'on parle un petit peu de la politique nationale. Mais j'aimerais qu'on termine quand même ce volet géopolitique sur le conflit iranien, même ukrainien. D'ailleurs, si je posais cette question sur le côté du terrorisme iranien, c'est parce que je vois, on a parlé donc des opérations de CNews, etc. Mais j'ai même pu noter, alors je le dis, j'invite tous les spectateurs et même Alain à regarder. Et peut-être qu'Alain pourra commenter ce personnage que je m'apprête à citer. On a Alain Bauer qui a apparu sur la chaîne de Légende, la chaîne de Guillaume Play, qui permet de toucher un public de plus en plus large, avec un aspect un peu politique, de divertissement. Et Alain Bauer, dans cette émission, on parle de criminologie, de terrorisme, il nous parle du terrible espionnage russe, chinois, aussi américain, et aucun mot sur l'espionnage israélien. Alors ça, c'est ce que j'ai trouvé quand même assez impressionnant, je vous invite tous à le regarder. Donc on a Alain Bauer, qui est quand même le seul criminologue de France, il est revendiqué comme ça, qui fait donc aussi cette communication sur un public plus large pour nous parler, voilà, des menaces internationales, du terrorisme, du contre-terrorisme. Mais on voit qu'il y a un ciblage sur la Russie, les pays du Moyen-Orient, mais pas forcément Israël. Est-ce que tu as un commentaire à faire sur ça, Alain, c'est-à-dire sur ces médias-là et aussi ces personnages qui apparaissent pour commencer à construire un petit peu plus l'opinion? Est-ce qu'il faut s'attendre à une machine de plus en plus importante? Déjà, Alain Bauer, il suffit de dire qui c'est. Il est juif, ancien grand maître du Grand Orient de France, et il est soi-disant spécialiste des questions de sécurité française. Ça fait doucement marrer, c'est comme quand on confie à des sociétés israéliennes de sécuriser l'aéroport de Roissy, tu sais. Alors qu'il y a que des barbus au bagage qu'on recrute, tu sais, par discrimination positive dans le 9-3. Tu vois, enfin, je veux dire, comme disait Céline, c'est lourd. Mais en fait, ces gens-là ne cherchent pas la finesse, ils cherchent le passage en force, avec beaucoup d'argent, des mensonges très grossiers, mais qui, répétés 1000 fois et très forts, finissent par étouffer les voix comme la mienne. D'autant plus que moi, on me fout en prison si je suis pas capable de bouger au bon moment. Voilà, on a Bernard-Henri Lévy qui vient nous expliquer systématiquement. Ça fait 50 ans que Bernard-Henri Lévy nous explique qu'il faut faire la guerre à tout le monde. Enfin, je veux dire, et qu'il est encore invité avec marqué philosophe, alors qu'il a été traité d'escroc, je rappelle, à l'époque par Raymond Aron, par Claude Lévi-Strauss. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des goyes. Donc la question, c'est pourquoi la France est tombée au niveau où elle est tombée. Effectivement, parce que il y a une centrifugeuse qui a mis sur la touche tous les gens qui étaient capables de produire une analyse de ce qui se passait depuis les années 80, qui est une langue montée en puissance, qui s'appelle d'ailleurs la montée du CRIF, d'une communauté très minoritaire qui a décidé de faire de la France on va dire son deuxième Israël au cas où ça se passerait mal, et qui pour ça sont obligés de détruire toutes les élites légitimes issues, je rappelle, à la fois du gaullisme et du Parti communiste français. Tu vois, on voit bien ces deux destructions qui ont été faites, et à la fin, on a une anti-élite à la tête du pays qui permet à cette minorité de se maintenir, mais en foutant la France en l'air. C'est la France est en voie de destruction accélérée. On le voit au niveau du Quai d'Orsay. Enfin, on a quand même un type comme Barrot, qui est ministre des Affaires étrangères. On a la petite à lunettes, là, je sais même plus quel est son rôle, qui éructe toute la journée. Comment elle s'appelle, là, la petite... Dans le chat, il faut qu'ils nous le disent, parce que je l'avais sur le haut... on dirait une lycéenne. Je l'avais sur le bout de la langue. Mais qui se pâme devant Israël toute la journée, y compris en faisant des déplacements là-bas. Aurore Berger, enfin, je veux dire, on a le président Macron, effectivement, qui est un truc qui était inconcevable, quand on voit que la France est quand même la plus vieille nation du monde occidental, quand même. On a inventé même le modèle. Il a fallu arriver à ce niveau de destruction et de corruption et d'anti-élite pour que se maintienne cette communauté, je rappelle, qui effectivement est symbolisée par l'aberration du dîner du CRIF, où une association communautaire qui représente statistiquement 1/6 de 1% du peuple français, dans un pays qui ne reconnaît pas constitutionnellement les communautés, puisqu'effectivement, depuis la Révolution française et la nuit du 4 août, s'est opérée la dissolution des corps intermédiaires, et que la République française dit bien que rien ne doit subsister entre l'individu citoyen et la nation souveraine.
Donc, je veux dire, on est dans une aberration totale. Et c'est pareil, je ne pense pas que ça puisse durer éternellement. Même si chaque jour, ça produit un chaos aggravé pour la France, qui aujourd'hui, d'ailleurs, est la volonté de créer des tensions de type guerre civile entre la jeunesse blanche qui en a marre de 40 ans de délinquance racailleuse et de se faire traiter de raciste et de fasciste, et de l'autre côté des gauchistes effectivement qu'on active en faisant croire qu'en face il y aurait des fascistes, n'est-ce pas? Et ça c'est une création de toutes pièces à l'intérieur de la petite bourgeoisie blanche, hein, je le rappelle, qui a les mêmes problèmes face à la crise économique, de les pousser à une espèce de guerre civile molle qui fout le pays en l'air. Hein. C'est la guéguerre des militants de LFI face aux militants du RN, qui a déjà donné, on va dire, l'affaire Quentin. Tout ça pour que puisse se maintenir le CRIF, qui est censé incarner la République française. Je rappelle que ces gens-là organisent des dîners républicains. Enfin, je veux dire, on dirait un sketch de Groland, mais malheureusement, c'est le pouvoir français. Et moi, j'ai cru longtemps qu'on pouvait rigoler avec tout ça, et j'ai compris à un moment donné que cette vérité que je disais presque avec humour, en gardant mon esprit punk, allait me valoir le cachot et la mise à mort. Hein. J'ai bien senti qu'à un moment donné, on m'avait expliqué, parce que j'ai quand même 2-3 amis quelque part, que si je rentrais en prison, je n'en sortirais jamais, ou les pieds devant. Hein. Parce que j'agace, comme vous avez d'ailleurs la preuve, c'est que depuis quelque temps dans les médias, on soupçonne l'équipe de Bardella d'avoir été formée par Soral, et aussi les gens qui sont derrière Mélenchon. Et la terreur de ces gens-là, c'est une réconciliation des Français de bonne volonté qui votaient RN et des Français de bonne volonté qui votaient les filles. Si jamais ils se réconcilient, ça sauve la France. Voilà les amis, nous sommes parvenus au thème de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye.